messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui, je sais, je le dis souvent, c'est presque pas toujours, cette conférence exceptionnelle. Mais ce soir, c'est particulièrement vrai, avec la présence de Theodoros Stasios, qui va nous parler de ceux qui avaient avant participé. D'abord, remercier en plus de l'université les organisateurs, co-organisateurs de cet événement, donc l'association gréco-suisse Gabriel Lénard, la communauté hellénique de Genève, et sa présidente, l'association hellénique de Lausanne Espia, le nouvellement créé l'association pour le hellénisme Mélissa de Lausanne, et évidemment nos soutiens non seulement de cet événement, mais aussi de toute la recherche anticitaire, la Fondation Ekaterini Laskaridis, son président, Panagiotis Laskaridis, qui est ici présent, et la société Hublot et le département R&D, Mathias Duté, le directeur, ici présent aussi. Et je me réjouis aussi de voir le consul général de Grèce, Angelos Ypsilantis. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Alors, donc, Anticitaire, c'est une île, je prends 5 minutes seulement. Donc, c'est une île entre le Péloponnèse et la Crète, c'est le lieu d'un naufrage qui a marqué l'histoire, le début de l'histoire des fouilles sous-marines archéologiques. Et c'est un naufrage, un concours de luxe, où a été découverte une machine qui est considérée comme l'ancêtre de tous les mécanismes horlogers, à roue dentée, machine à calculer de l'Antiquité qui date environ du 1er au 2e siècle avant notre ère. Ce naufrage, qui a été découvert par des pêcheurs de Crète en 1900, a été revisité en 1953 et 1976 par Jacques-Yves Cousteau et Calypso. Et nous nous réjouissons ici d'avoir Michael Savlitz, qui est un des plongeurs de l'équipe Cousteau. Depuis 2014, excusez-moi, le département des activités sous-marines organise un retour sur le site d'Anticitaire pour trouver ce qui reste. Il reste pas mal de choses apparemment. Et nous avons ici aussi des plongeurs de cette équipe. Surtout, on commence une grande aventure technologique avec le soutien de l'UGLO, avec des drones sous-marins qui vont sur le site du naufrage. Pour découvrir, alors, ce qui reste du naufrage, il reste très probablement des statues, des centaines d'autres objets, des débris humains qui vont nous renseigner sur d'où venait l'équipage et peut-être les passagers de ce navire, ou peut-être même ceux qui transportaient la machine d'Anticitaire. Et puis, il reste certainement des fragments de la machine d'Anticitaire. Nous avons présenté, il y a presque un an, à la Fondation Laskaridis à Athènes, toutes les inscriptions qui étaient gravées sur la machine, et de ces inscriptions, il sort évidemment qu'il reste des morceaux d'inscriptions et des morceaux aussi de roues dentées, des dizaines de roues dentées au fond de la mer. Alors, cette machine exceptionnelle avec presque 50 roues dentées, nous pensons, qui a surgi donc en 1901 du fond de la mer, elle n'est pas venue de nulle part. Elle a peut-être été fabriquée en moins 150, je donne une date comme ça, plus ou moins au hasard, mais celui qui l'a fabriquée n'en était pas à son coup d'essai et certainement avait une longue tradition avant lui. Alors, quelle tradition? C'est justement l'objet de la conférence du professeur Theodoros Stasios, qui est professeur à l'École nationale polytechnique d'Athènes et président de l'association de l'étude de la technologie grecque ancienne. Plusieurs autres choses, mais je pense que voilà, je vais arrêter ici et laisser la parole. Mesdames, Messieurs, comme vous comprenez, je suis ancien. Je ne le cache pas. J'ai l'âge de 100 ans environ. Donc, je demande d'être respectueux de leur patience et même d'excuser les erreurs à mon français. Et puis, il y a longtemps que je ne pratique pas.
depuis l'époque où j'ai présidé une association internationale scientifique, dès Lausanne d'ailleurs, je fais 5 ans de ma vie, mais il y a 30 ans de ça. Donc, ça me fait un multiple plaisir de pouvoir être à Genève de nouveau, de tâcher de m'exprimer en français, et d'abord d'être reconnaissant pour les organisateurs dont les noms et toutes les positions ont été révélées par le Dr. Boutsakis, et surtout à vous-même, messieurs et dames, mesdames, messieurs, d'être avec moi, de m'honorer de votre présence et de votre patience. Alors j'ai une clepsydre qui n'est pas hublot, hein, mais suisse. Et voir comment ça va passer. J'ai décidé finalement, malgré mes habitudes de professeur de 70 ans, de vous lire un manuscrit plutôt que de parler comme ça, par respect à votre temps précieux. Parce qu'on dit souvent, et à juste titre, qu'il n'y a rien de pire que le bavardage de professeur. Alors, vaut mieux de diminuer l'efficacité du discours vif par à travers un manuscrit plutôt que de vous mettre en danger d'une durée démesurée. Alors le problème est posé là, et vous comprenez, vous savez déjà, j'espère, que c'est une pièce unique. Et alors, il y en a des gens qui vous disent que puisque c'est tellement unique, tellement improbable, un ordinateur de ce genre, il est tout à fait clair, et ça tombait de quelques planètes. Il est un peu arien, comment est-ce qu'on dit, martien, il est quoi? Enfin. Donc, mais notre tâche ce soir est de répéter toutes les informations que nous disposons, à la base desquelles nous croyons pouvoir convaincre qu'il peut être unique, il n'était pas unique, unicum comme on dit en latin, et qu'il est presque tout à fait naturel et attendu que ceci était déjà produit, peut-être un peu plus tôt que le IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, voilà le sujet. Patientez. Le mécanisme indicitaire, donc, présuppose et incorpore, pour ainsi dire, quelques éléments suivants. Une connaissance avancée de l'astronomie. C'est le caractéristique le plus étonnant. Oh, quelle astronomie, quelle connaissance. Mais cette connaissance était vraiment très répandue, pas seulement chez les Grecs, chez les Perses, partout. Ce n'est pas là le problème. Mais ça qui épate les bourgeois et les non-bourgeois. Mais c'est pas vrai. C'est pas là le problème, parce que les connaissances astronomiques, je peux répéter d'ici quelques minutes, ils étaient très bien connus. Donc ce n'est pas là le problème. Après, je note ici une utilité pratique rationnelle incitant à le construire, le mécanisme. Et puis, la capacité appropriée de le concevoir. Alors là, c'est un problème. De le concevoir et de le projeter. Concevoir dans le sens, disons, de l'innovation et projetation dans le sens purement scientifique. Après, le niveau suffisant dans le travail de méthode. Je ne sais pas si c'est du bon français de dire métallotechnique, comme on dit en anglais.
ça, encore, il y a un petit problème. Heureusement, il y en avait des travaux, des travaux techniques en métal assez répandus. Beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus, comment dirais-je, diversifiées, élaborées, etc., par rapport à ces roues dentées, parfois, et vis. Et c'est tâche à démystifier le mécanisme interdisciplinaire. Et puis, finalement, ce qui est dans le problème, un progrès maîtrisé dans la construction d'engrenages. Alors là, nous y sommes. Ceci, il y a des lunettes. Il y a des lunettes, là. Peut-être les Grecs antiques avaient inventé les lunettes, alors ça serait. Alors voilà, astronomie. Rapidement. Et toutes les connaissances astronomiques qui existaient à l'époque hellénistique, les données fondamentales incorporées par le mécanisme semblent être déjà comprises dans les études fondamentales suivantes. Autolikos, je ne prononce pas de manière latine parce que, ma foi, je suis grec. Je parle d'Autolikos, puisqu'il était Autolikos. Qu'est-ce que vous voulez? Sa mère l'appelait comme ça. Autolikos. Vers disons, 300 avant Jésus-Christ, avait posé les bases de l'astronomie sphérique. Ça suffisait. Alors que Hipparque, disons vers le 117, 170, avait condensé les études concernant les orbites du planète et les éclipses de Lune. Sa théorie sur la vitesse variable de la Lune, parce que la vitesse variable de la Lune s'atteint des choses les plus précieuses dans le mécanisme, mais ça a été expliqué et représenté par géométrie par Hipparque. Alors la théorie de vitesse variable de la Lune s'appuyait sur la superposition d'un mouvement circulaire sur un autre mouvement circulaire d'un axe qui se déplaçait. Par ailleurs, le cycle de Méton était connu des Grecs comme des Perses dès le 5e siècle. Alors, mesdames, messieurs, je ne trouve pas que ça vaut la peine de continuer à vous convaincre que les connaissances astronomiques étaient déjà disponibles avant d'être incorporées. Ce n'est pas un miracle d'utilité pratique. Pour pouvoir supposer des usages probables d'un instrument comme le mécanisme indicitaire, à quoi faire avec ça? Il devait être très, très cher d'ailleurs, pas facile à pratiquer. Je dirais plus difficile qu'il y a quelqu'un qui montre du globe, sauf celui qui imite. Alors ça. Il convient de prendre en compte les conditions sociales et scientifiques qu'elle retrouvait dans le royaume hellénistique vers 200 avant Jésus-Christ. Vu le niveau de vie relativement élevé, au moins en ce qui concerne les scientifiques, les marchands, les armateurs, enfin, les gens, pas le peuple véritable. Enfin, il faut dire que nous avons eu, dans la vie hellénistique, un changement sociologique, économique, etc., mais ce n'était pas encore un changement véritable de l'économie. Pourtant, il y avait un certain pourcentage de ce qu'on appelle classe moyenne. Alors là, quelques usages possibles d'un tel appareil seraient en tant qu'instrument scientifique, pour vérifier les théories ou repérer quelques améliorations éventuelles, même si les calculs mathématiques disponibles alors étaient beaucoup plus précis. Il n'y a pas de doute, on n'attendait pas par les mesures de ce mécanisme de trouver un résultat précis. Le résultat était beaucoup plus précis par les calculs mathématiques, même pour la prévision des éclipses. Ça, il ne faut pas avoir de doute. Mais, en tant que moyen de contrôle pour l'enseignement des étudiants, alors là, ça valait la peine. Et il y en avait plusieurs écoles en Alexandrie, par exemple, ou à Rhodes, ou à Corinthe. J'ai dit Corinthe, Rhodes, etc., parce que les protagonistes de la lecture de ce qui est écrit, c'est combien? 3200 caractères? Pour l'instant. Alors, ils l'ont lu, alors c'est du dialecte dorique.
Alors ça ne peut pas être Athènes, ça peut être Corinthe, Corfou, etc. Alors là, il y avait pas mal d'écoles. En tant qu'instrument pour prévoir les éclipses, il fallait le prévoir, pratiquement, parce que pour éviter les problèmes avec la panique des soldats, surtout. Et en tant que calendrier régulier, il avait même l'état exact pour le jeu panhellénique de 4 ou 5 types. Alors ça, c'était pratique. En tant que soutien, on ouvrait l'astronome empirique, ce qu'on appelle actuellement les astrologues. C'est un monsieur très respectué. Mais il me semble qu'il est respectueux également aujourd'hui. Enfin, jeune. Alors, encore, on ne peut pas exclure quelques autres applications, fussent-elles secondaires, dans le domaine de la navigation, de l'agriculture. Bien que la construction d'un tel mécanisme ait certainement été coûteuse, le nombre d'utilisations possibles a pu être un stimulus suffisant pour le mettre en œuvre, en tout cas pour les plus riches. J'ai considéré qu'on avait besoin d'un tel paragraphe pour justifier l'existence de ce mécanisme pour quelques buts pratiques, parce qu'autrement, on justifierait les gens qui pensaient que ça tombait du ciel. La conception et la projection. Comme nous l'avons déjà indiqué, les connaissances astronomiques des Grecs au début du IIe siècle étaient suffisantes pour concevoir une réplique comme le mécanisme hélicitaire. Par ailleurs, d'un point de vue plus spécifiquement mécanique, la projection de l'instrument a trouvé des bases suffisantes dans le problème de la géométrie théorique. Alors là, Euclide 300 avant Jésus-Christ, alors il ne manquait pas les connaissances de géométrie la plus compliquée pour concevoir et projeter les mouvements qui sont représentés dans le mécanisme. Et puis vous avez un phénomène, j'ai dit dans le manuscrit pseudo-Aristote, mais maintenant l'école philologique italienne a prouvé qu'il ne s'agit pas du pseudo-Aristote, mais d'Aristote même, pour les problèmes mécaniques, là où Aristote prévoit en détail le principe des engrenages. Mais je vais revenir à ça. Je viens maintenant à la métallurgie. C'est également facile, parce que la métallurgie, bien que quand même, en tant que chauviniste grec, je devais être de ce temps de miracle de la Grèce, je n'étais pas, parce que la métallurgie était développée surtout aux pays orientaux, et c'est surtout aux travaux de métaux que les Grecs ils ont pris la valeur en plus. Mais en métallurgie, les connaissances ou bien venaient de l'Orient, ou bien ont été développées avec un certain retard parallèlement en Grèce. Les parties principales du mécanisme des engrenages dépendent des techniques suivantes, techniques, disons, qui ont le sens de métallurgie. Les alliages. Nous commençons par les alliages. Le bronze. C'est celui du bronze. Alliage de cuivre et d'étain. Mais ceci était connu. Plus grande la teneur en étain, plus dur et plus facile à couler. Et l'alliage. Les statues contenaient des pourcentages variables d'étain. L'étain était rare. Il n'était pas produit en Grèce. Il fallait les porter, ou bien de quelque part de l'Asie, ou bien de l'autre côté, en dehors de l'actuel Gibraltar. Alors il faisait une économie. Le prix de bien de teint était très grave, mais le résultat du côté mécanique, du côté coulage, etc., était considérable. J'ai dit que donc, pour les statues, il y avait un pourcentage de 9 à 14%. Pour nombreux ustensiles contenant 10%. Et pour les ténons fixant les tambours,
c'était 8%. Nous connaissons exactement parce qu'il y a une spécification technique pour les travaux, avec le prix de revient pour chacun de ça. Donc c'est pour ça que nous offrons les chiffres. Dans le cas du mécanisme de densité, c'est combien? Entre nous, nous ne savons pas. Mais il est là, mais il est coloré. Et il est plus précieux que n'importe quel nouveau matériau du globe. Alors on ne peut pas toucher. C.S. Smith, qui l'a touché il y a... Non. Smith, à l'époque. Il dit, vous savez, ça pourrait être supposé qu'il est de l'ordre de 5%. Et vous savez comment il dit, parce que j'ai pris des échantillons, j'ai trouvé ici 1%, ici j'ai trouvé 10%, alors la moyenne c'est 5%. Ça fait plaisir que vous disiez. Il est défendu de prendre la moyenne avec une telle dispersion. 5%, c'est écrit dans la littérature internationale. D'ailleurs, 5% c'est très peu. Il est vrai que la dureté est de l'ordre de 50. Alors ça colle. Il dit que dans les tailles microscopiques, vous n'avez pas de déplacement, disons, des lignes de lecture, alors il n'y a pas martelage à froid. Il se fait, nous ne savons pas, mais ça fait bien, parce que ce qui importe, c'est que toutes les connaissances, et pour les alliages, et pour le travail à froid, et tout ça, était connu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est-à-dire, ce n'est pas le problème. C'est pour ça que j'ai continué avec la production de disques, parce que vous avez des disques, hein, avant de les denter, et des disques. Est-ce que les Grecs étaient capables de produire des disques fins en bronze? La réponse est que l'alliage de bronze était préparée en tôle très tôt en Grèce. Cette tôle était destinée habituellement à façonner des formes creuses, récipients en bronze par martelage. Il faisait le jeu et puis il martelait, il créait un verre, pour ainsi dire. Et on fabriquait également des disques fondus circulaires destinés des miroirs fiables. Parce que la technologie, mesdames, messieurs, sert tous les besoins de l'humanité, inclus l'esthétique des femmes ou des hommes. Alors, par conséquent, on utilisait des plaques de bronze bien des siècles avant la construction du mécanisme magnétique. Donc, les disques ont très bien pu être fabriqués à partir de telles plaques par sciage, limage et bronzage. Le travail à froid et la récuite répétée ou simplement finale peuvent avoir été utilisés pour réduire progressivement l'épaisseur, parce que ça aussi était possible de réduire l'épaisseur progressivement par l'intérieur, ou simplement pour durcir le disque. On peut exclure toutefois que le coulage direct du métal, à tenir élevé en étain, dans les moules de terre appropriés. On parlait ce matin, avec une sécurité, sur les moules à terre cuite. Et nous avons l'exemple d'utilisation des moules élevés en production de coins, des monnaies. Alors, ça aussi était connu, ça pourrait être. Mais il y a tant de possibilités techniques, codifiques des disques, donc c'est pour ça que je vous fatigue en répétant ces possibilités pour vous convaincre que là aussi il n'y avait pas de problème technique. Maintenant, division du cercle et taille des engrenages, là, vous pouvez dire, ben, c'est pas possible parce que, dites-moi un chiffre 200, 30, combien de temps? 23. 23, c'est le temps ou ça? C'est tout ce qui est. Mais alors, on est sur le cercle avec 223, comment c'est possible de diviser le cercle avec une précision? D'abord, ce n'est entre nous, ce n'est pas très précis. Vous ne voyez pas l'imprécision, ce n'est pas très précis.
Et puis après, puisque vous êtes dans la géométrie, la possibilité de commencer par quelque chose qui n'est pas, par exemple, 223, mais qu'il est, par exemple, 224, c'est possible. Parce que vous divisez, vous redivisez, vous faites un modèle, vous faites un deuxième modèle, et vous faites 200 modèles. C'était facile de faire. Et puis après quelques essais, de pouvoir le faire à la main. Donc, ceci a été vérifié maintes fois par des fabricants modernes, right, à la main. Alors, je vous dis que là aussi, il n'y a pas de problème. Voilà donc en conclusion que du point de vue scientifique comme du point de vue technique, la fabrication du mécanisme indicitaire était possible dès le IIIe siècle. Reste toutefois à relever quelques éléments historiques, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'engrenages. Nous y sommes. L'histoire des engrenages en Grèce, mesdames, messieurs, souffre du même symptôme que tous les champs de l'histoire de la technologie antique. Les parties métalliques de machines et outils antiques constituent des trouvailles archéologiques extrêmement rares. Et c'est pour deux raisons au moins. La principale est que tous les objets non artistiques, j'insiste, étaient refondus dans l'Antiquité, un sort auquel souvent les statues elles-mêmes n'ont pas échappé. La deuxième raison est peut-être les connaissances techniques insuffisantes de certains archéologues par le passé. Mais aujourd'hui, je dirais ça, ce n'est pas artistique, ça ne vaut pas la peine. Pour le pas de ce que je viens de dire. Mais à l'époque, ça pourrait être, par exemple, quelques siècles auparavant. Et c'est ainsi que l'histoire de la technologie grecque antique est écrite surtout à partir de sources littéraires, selon les témoignages très tardifs. Personnellement, je souffre de ça, mais ça c'est le plaisir. En ce qui concerne la question des engrenages grecs antiques, dont le mécanisme indicitaire semble constituer le seul exemple, nous mentionnerons ci-après d'abord quelques appareils antiques qui pourraient être considérés comme les ancêtres des engrenages, puis nous examinerons le travail de deux Grecs emblématiques du IIIe siècle qui ont inventé ou utilisé des engrenages, soit des roues dentées, soit des vis sans fin. Alors, nous soutenons que les engrenages, en tant qu'organes de transmission du mouvement, pas des... Oui, je vais dire ça, la différence entre transmission de mouvement et transmission de force avec les poulies. Il y a une différence de concept, de conception. On débutait comme de simples roues. En voici quelques exemples. Ctesibios, vers, disons 260. Toujours avant Jésus-Christ. Ctesibios est le patriarche de la technologie hellénistique, le grand nom. Dans son horloge hydraulique, assurait la transmission du mouvement soit à l'aide d'engrenages, soit à l'aide des poulies, c'est-à-dire des roues. Les poulies communiquaient non pas au moyen des dents, mais grâce au frottement. J'insiste au mot frottement, mesdames et messieurs. Un courant, en fait, une seule corde. Bien que la poulie ait été connue depuis des siècles comme dispositif pour lever des charges, dans ce cas-là, il pourrait être considéré comme un dispositif pour un moyen de transmettre le mouvement, pas les charges. Nous pensons qu'un dispositif de ce genre peut être considéré comme le vieux ancêtre des engrenages à friction. Philon de Byzance, vers, disons, 240, décrit un appareil pour élever de l'eau, dans lequel on peut voir un ancêtre des engrenages. Alors là, c'est peut-être mon imagination, mais j'ai voulu commencer de zéro. Une pompe à propulsion hydraulique, nous allons le voir ici dans le petit vidéo maintenant, munie d'une chaîne à côté, passant par-dessus une rue triangulaire,
dans sa partie supérieure. Chaque pointe de la roue, avec 3 pointes, s'imbriquait dans les morteuses perpendiculaires correspondantes de la chaîne, de manière à empêcher le glissement et assurer la transmission du mouvement, telle une roue avec seulement 3 dents. Vous voulez m'accuser que c'est l'imagination, mais puisque vous allez voir, je vais énumérer de 0 dents jusqu'à 3 dents, et puis 4 dents, et puis j'arrive à 5 dents avant d'arriver à plusieurs dents. Alors, c'est si vous voulez, monsieur le professeur, le droit même, sinon l'obligation d'un historien de voir ces traces, ces tendances. Et montre pas vers l'idée de l'engrenage circulaire, semble être la bielle transformant le mouvement rotatif en mouvement linéaire répétitif. Ça, c'est Héron d'Alexandrie, historien et professeur de sciences et technologie, décrit comment une éolienne, donc au mouvement circulaire, peut mettre en mouvement la pompe à crémaillère de Ctesibios dans un orgue hydraulique. Cet appareil comprend 4 séries au lieu de 3 pointes de filon. On peut voir pour 1 minute, 2 minutes, une petite vidéo sur ça, rien que pour vous montrer que d'abord les Grecs ont pu transformer les forces d'énergie naturelles telles que l'hydrodynamique et telles que le vent en énergie mécanique, mais ce n'est pas notre but ce soir, c'est seulement de voir ces 2 organes, de Philon de Byzance et Héron d'Alexandrie, et pour la roue triangulaire et l'élément qui transforme le mouvement circulaire en mouvement vertical répétitif avec 4 séries. Ce sont les godets. Ça, c'est déjà la roue en forme triangulaire. La chaîne va autour et surtout, vous voyez, c'est la première fois dans l'humanité que vous avez la transformation de l'énergie cinétique du mouvement de l'eau en un travail utile. Mais voyez là-haut, oui, ça se transmet, et là-haut, la roue triangulaire qui, je considère comme une sorte d'ancêtre des roues d'entrée. Et puis après, oui, ça va, ils sont convaincus que l'eau c'est la révolution, mesdames, messieurs. Alors maintenant, regardons un peu l'éolienne des ronds de l'Alexandrie. Vous voyez l'instrument avec les 4 séries où transforme la rotation en mouvement vertical, linéaire, répétitif. Vous voyez? Alors ça, le numéro 3 est devenu 4. Et dans le cas, vous avez ici, dans la musique, c'est la fameuse hydraulique. Merci. Donc, je disais que ce que nous prétendons, c'est que le concept de routalité. Non, il y a encore le prisme pentagonal transmettait par une chaîne la force au mécanisme de la catapulte à répétition conçue par Denis d'Alexandrie vers 300. Dans ce cas-là, la chaîne qui passe par-dessus le prisme s'imbrique dans 5 pointes au lieu de doigts et au lieu de doigts. Alors, j'aime voir là une sorte de développement. Mais, venons maintenant aux sources écrites relatives aux engrenages proprement dit. Ceci est beaucoup plus profondément. Dans la description de l'horloge hydraulique de Ctesibios, Vitruve mentionne clairement les parties en forme d'engrenage. Il note
une tringle dentelée est reliée à un tambour. Vitruve utilise le mot grec tympanon. En rotation, la tringle et le tambour ont un nombre de dents égal. Ces dents s'imbriquent de manière à obtenir une petite rotation du tambour et un mouvement de la tringle. Nous avons là, mesdames et messieurs, une description claire de partie dentée qui semble avoir utilisé Ctesibios dans son horloge hydraulique qui devait être développée plus tard par Philon de Byzance, 40 ans plus tard, et par Archimède. Vitruve, encore, décrit des engrenages antiques dans deux autres cas également. Odomètre, la circonférence du tambour porte 400 dents de même dimension et également la partie qui s'implique dans les dents du tambour inférieur. Odomètre, c'est le 13 mètres. Moulins à eau, dans le passage 10, 5, etc. Vitruve décrit le fonctionnement des moulins mus par les roues, tambour denté. Il faut quand même citer, selon Strabon, le premier moulin à eau mentionné à l'histoire a été trouvé dans la cour d'un royaume hellénistique à Pondros, comme on se dit, royaume du Pont, vers 100 avant. Donc, Vitruve, il n'est juste pas nécessaire d'expliquer ce qui signifie le terme roue dentée. En d'autres termes, il suppose que les lecteurs sont déjà familiarisés avec ce concept. Alors, si vous êtes à 40 avant Jésus-Christ, et si les lecteurs sont familiarisés avec ça, vous direz qu'il doit être 2 générations au moins qui savaient déjà de quoi s'agit. Donc, nous pouvons souscrire au résultat du professeur Wilson qui conclut que l'horloge analogique de Ctesibios, mise au point vers 270, a utilisé une roue dentée et une tringle mue par un flotteur qui descendait au fur et à mesure que l'eau s'écoulait de l'horloge. La remarquable description que donne Aristote, pseudo-Aristote, si vous voulez, vers 270, d'une forme de transmission du mouvement par friction de nouveaux petits disques de bronze ou de fer est significative à ce sujet. C'est-à-dire, vous dessinez des cercles en contact qui ne sont pas dentés, mais en friction entre ce cercle. Vous touchez le premier, et puis le deuxième fait une rotation à l'envers, le troisième vers le droit, vous avez toute une série. Vous savez, on cache le premier. Vous, en tant que spectateur, vous voyez un cercle qui se meut, mais vous ne savez pas la cause qui est cachée pour jeu. Pourtant, c'est le principe. Mais il dit, ils ne sont pas dentés. Parfois. Ils sont dentés. Prenez un microscope et voir. Non, ça veut dire. Tel était le progrès technique dans ce domaine avant le IIe siècle. Et nous disposons encore d'une autre information qui peut s'avérer utile ici. Lewis soutient avec insistance que dès avant le 230, un rotor excentrique avait été utilisé pour la statue assise de Nyssa, haute de 4 mètres, qui fit partie de la cérémonie en l'honneur de Ptolémée II en 270. Une espèce d'automate qui comprenait également 2 roues dentées. Nous soutenons, alors, mesdames et messieurs, que la combinaison des écrits de pseudo-Aristote et la description de l'horloge hydraulique de Ctesibios par Vitruve offre une base rationnelle et raisonnable pour dater l'apparition des roues dentées fonctionnelles dans le monde hellénistique entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Nous venons maintenant à l'Archimède pour finir. La première difficulté avec l'Archimède, c'est que ces 4 livres qui ont affaire avec les roues dentées sont perdus. Le livre sur les balances
le livre sur le moufle, la mesure sur mer et le planétarium, c'est l'Empire. C'est de hasard. Voilà. L'horloge hydraulique d'Archimède, le contexte, a été sauvé sûrement en arabe, avec la phrase avant qu'Allah, il a vu que les gens ne savaient pas mesurer le temps d'une manière objective. Et il a invité Archimède à produire. Et puis il continue avec le texte de la traduction. C'est quelque chose que j'aime beaucoup comme la fraternité humaine, mais c'est une autre conférence. Donc, pour en finir, Athénée, dans le Dipnosophiste, parle d'un navire d'Hieron à Syracuse. Hieron voulut que cette partie du vaisseau fût lancée à l'eau. Archimède, le mécanicien, il y mit lui seul, à l'aide de quelques esclaves. En effet, après avoir fabriqué une vis, il réussit à mettre à l'eau ce si grand navire. Et c'est à lui que l'on doit l'invention de la construction de la vis, dit Athénée. Il convient de relever ici qu'une vis simple n'aurait pas suffi à déplacer un si grand navire. Et sur une grande distance, il a dû utiliser une vis sans fin, c'est-à-dire un axe fileté s'indiquant dans une roue dentelle pour avoir la possibilité d'un mouvement assez grand. Je ne mentionne pas plus tard à ce sujet, parce qu'il y a une petite contradiction, parce que j'aime raccourcir un peu. Nous aboutissons donc à la conclusion qu'il est très probable qu'Athénée ait raison quand il nous dit qu'Archimède a utilisé une vis sans fin. Et nous nous rangeons au point de vue du professeur Wilson, pour qui la vis sans fin, inventée par Archimède vers 250, présuppose l'existence de systèmes plus simples dans le par redondance. Nous trouvons des informations supplémentaires importantes sur ce sujet dans l'histoire de la traction chirurgicale, mesdames et messieurs, à l'époque hellénistique. Les machines mises au point par là pour la réduction de fractures. M. Sbourdos, vous êtes là? Oui, présent. Oui, docteur ici. Alors, les machines donc, pour la réduction des fractures étaient largement utilisées en Alexandrie. Le lit d'Andréas. Andréas était le médecin royal assassiné pour une raison inconnue en 217. Ce lit, pour le orthopédique, fonctionnait à l'aide d'une vis sans fin au lieu d'un cabestan. Et pas un cabestan. Il était une vis sans fin, beaucoup plus fine, etc. La question de Nymphodore vers 230 en Alexandrie, avait des moindres dimensions et était plus solide que sont toujours pour les fractures. Beaucoup plus solide. Il était mu par une vis sans fin, s'imbriquant par une rue dentelle sur le cabestan. Mesdames, Messieurs, alors ça, vous savez, les engrenages existaient même dans la médecine. C'est pour ça que, M. Bissaki, ça m'étonne toujours si encore, dans la littérature internationale, il y a des gens qui s'étonnent pour l'unicum de mécanisme nécessaire. Venons-en à la question qui concerne encore, pour en finir, la sphéropie d'Archimède, la construction du sphère céleste, le planétarium. Le principal commentaire à ce sujet nous est fourni par Cicéron lui-même, après les études qu'il a fait à Rome chez Postleiman. Cicéron mentionne deux versions du planétarium d'Archimède, transportées à Rome par Marcellus après la prise de Syracuse à 212. La seconde sphère mentionnée par Cicéron, une note, Cicéron, représentait les mouvements du Soleil, de la Lune et de 5 planètes. Je vous souhaite de trouver cette partie
avec vos recherches. M'adresse également au président Lascari d'Isla avec l'aide sur la recherche, de trouver la partie concernée des 5 planètes. Alors, si ça on continue, et l'invention d'Archimède méritait d'admiration, car, pourquoi l'admiration de Cicéron? Car il a trouvé comment? Avec une seule rotation, una conversio à latin. Una conversio, c'est-à-dire une manivelle extérieure. Avec une seule rotation que vous imposez, on pouvait observer différentes orbites de vitesse inégale avec des mouvements différents. Que Dieu nous garde. Comment il est possible, avec une seule rotation extérieure, de reproduire tout ça, et surtout avec des vitesses inégales, sans avoir de centralisation? Malheureusement, il y a 4 pages et demie, oui, le professeur Caron, 4 pages et demie du manuscrit de Cicéron. Après ça, ils sont perdus. Alors là, il devait contenir des détails de comment se faisait. Mais malheureusement, on est dévoilé par les ennemis de la Grèce, vous savez. Alors, j'ai craint que j'ai exploité beaucoup votre manque de patience. Conclusion. Les témoignages convergents présentés permettent de tirer une conclusion raisonnable. Les roues dentées étaient très probablement connues et utilisées par les ingénieurs dès la fin du 3e et au début du 2e siècle. Nous résumons ici les justifications. 1. Le concept des roues dentées est très proche de celui des autres appareils utilisés plus tôt, poulies destinées à affronter le mouvement, disques en forme de prismes polygonaux. 2. Les plus proches à ces concepts étaient le pseudo-Aristote avec son système de disques circulaires à friction pour un dispositif servant à transmettre le mouvement. Et puis Vitruve, dans sa description du fonctionnement des roues dentées dans l'horloge hydraulique de Ctesibios, considère que ces lecteurs ont été déjà familiarisés avec l'usage d'un réglage. 3. Le témoignage historique nous amène à la conclusion que, selon toute vraisemblance, Archimède utilisait des roues dentées pour la mise à l'eau des navires, et plus important encore, pour son planétarium. 4. Nous avons un nouveau témoignage, c'est-à-dire il y a 8 à 9 ans, à Sardaigne, à Olbia. Il est un demi-morceau d'enluminage de diamètre de 2 pouces, a été trouvé sur des couches avec une précision chronologique extrêmement fine parce qu'il était plein des ruines d'amphores d'Hérode. Tous les archons ont été écrits là selon les années de 170 à 150. Alors là, c'est le seul travail archéologique vers la même époque, je dirais. Et donc, de ce point de vue, nous croyons que, à juste titre, on peut soutenir que le mécanisme d'indicitaire n'est pas une surprise dans l'histoire de la technologie grecque ancienne, ni à la science grecque ancienne, et qui n'est pas vraiment un unicum, et que finalement tout le travail de la recherche actuelle vers la mise en valeur de cet instrument précieux est encore plus naturel qu'on le pense. Je vous remercie de votre attention. Comme le mécanisme d'anticipation n'est pas normal, mais une certaine logique qui existe. J'ai quand même une question, si vous permettez ensuite.
lui poser des questions. Comment vous expliquez que l'intérêt du côté des Romains était si petit dans ces possibilités technologiques? Parce que ce n'était pas poursuivi. Par la suite, nous avons dit que nous avons 6 éléments. Mais plus tard, nous avons 2 dimensions qui vont dans ce sens. C'est pourquoi les Romains, fans de la technologie, très développés dans tout ce qui est technologie militaire, ne se servent pas, ne serait-ce que vous avez une idée, une explication ou quelque chose. J'avoue que je n'avais jamais pensé à ça, donc je suis vrai, mais très fort. Comment dirais-je, je pourrais improviser en disant, on ne sait pas s'il ne s'était pas intéressé. Enfin, il pourrait avoir fait déjà quelque fort. Mais j'ai déjà avoué que les applications pratiques de l'instrument n'étaient pas tellement nécessaires. Parce que, comme Edmonds l'a prouvé, les calculs mathématiques étaient capables de prévoir les éclipses avec une précision beaucoup plus grande que faisait l'instrument. Alors, peut-être cet aspect. Et 2, que comme les Romains avaient une tendance d'une, comment dirais-je, d'une augmentation par quantification plutôt que qualification, ils s'intéressaient plutôt, par exemple, à augmenter le nombre de pompes à eau en Ibérie par 100 dans les mines que de inventer une nouvelle pompe, ou d'utiliser les-mêmes le principe de base des filons de Byzance avec le mouvement hydrodynamique. Il était là. Le livre de filons de Byzance sur ça est perdu et sauvé en arabe, traduit en français par M. le baron Caladepot. La même année, la trouvaille de naufrage de Luxor, 1201, à l'Académie des Lettres à Paris. Je suis ému que je le retraduis en grec moderne seulement maintenant. Mais aucun à Rome n'a été intéressé à la possibilité de. Si, il y avait quand même des moulins, des moulins à eau. C'est des grosses structures, c'est ça. Oui, des moulins à eau, mais pas à quelque chose de plus. À pompe. Enfin, non, je ne prétends pas que ma réponse est convaincante, mais c'est comme ça que. Faites juste. Merci beaucoup. Est-ce que de votre côté, des questions? Profitez. On m'a dit que si je ne vais pas recevoir 3 questions, il ne paye pas. Alors, je vais poser les 2 des 3, comme ça, les 2 questions des 3 questions que vous avez besoin, je vais les poser maintenant. Merci beaucoup. Pour commencer, après, ma première question est, quand vous dites que dans le livre d'Archimède, il y a 4 pages et demie qui ont été perdues. 4,5. 4 pages et demie, c'est ce que je viens de dire. Comment vous savez que c'est 4,5 et pas 3,5 ou 7 courants? Ah si, parce qu'elle était numérotée dans le manuscrit. Ah, elle était numérotée. Dans le manuscrit. Et ma deuxième question est, quand vous avez montré ces inventions de conversion d'une forme d'énergie à l'autre, et que vous avez dit que ces instruments, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'ils sont fabriqués, comment est-ce qu'on sait ça? Pourquoi, par exemple, en Égypte ou à Babylone, ils n'avaient pas de trucs pareils pour monter l'eau à leur jardin sur le toit? Très bonne question. Puisque à Babylone, surtout, l'élévation de l'eau se faisait il y a des millénaires. Et se faisait d'abord avec l'aide des animaux, mais avec l'énergie musculaire. Il ne faisait pas avec les forces physiques et sans intermédiaire des esclaves. Alors cette révolution n'a pas eu. Première. 2. Il se faisait avec le principe de, comment est-ce qu'on dit le mot arabe? Lauréat. Le lauréat, ceci n'était pas un lauréat. Je pourrais peut-être
Voilà, ça ne fait rien. Donc, ils allaient à n'importe quelle hauteur qu'ils voulaient, parce que le jardin des pavillons était vraiment possible. Même en Égypte aujourd'hui, vous pouvez voir cette possibilité d'élever le haut. Mais vous vous posez la question, comment on sait que ceci n'a été pas produit? Primo, il n'y a pas d'écrit qui font la description de quelque chose de ça. Et deux, parce que nous n'avons pas vu une continuité de ce genre. Tandis qu'ici, au moins, nous avons le bouquin, le filon de Byzance en arabe, et bien qu'il était déjà traduit en arabe, et on ne sait pas quand, peut-être pendant le califat lumineux du 8e siècle, peut-être, parce que là, ils ont fait des miracles, ils ont traduit tout. Mais il n'était pas suivi, parce qu'il n'était pas suivi avec ces détails. Enfin, mais il se peut très bien qu'il y a un lien historique qui nous échappe. Ça peut être, on ne peut pas l'exclure. Il faut dire toute probabilité, etc. D'autres questions? Est-ce qu'on a une idée de la forme exacte des dents de ces engrenages? Ils sont triangulaires. Ils ne sont pas épicycliques comme toujours maintenant. Ils sont triangulaires. Et ça permet d'avoir plus que 3 roues les unes derrière les autres avec des formes triangulaires? C'est triangulaire. Pardon? Disons, à ma connaissance, au 19e siècle seulement qu'on a trouvé la courbe idéale pour qu'on puisse mettre un très grand nombre de roues les unes derrière les autres. Pas seulement de ce côté, on a dû minimiser la, comment est-ce qu'on dit, la compatibilité cinématique. Pour la compatibilité cinématique, vous avez besoin pas de tracés triangulaires, mais de tracés cycliques ou épicycliques, je ne sais pas. Alors ça n'existait pas. Mais il y a un sommet en Olbia, en Sardaigne, ce petit morceau d'engrenage de 2 pouces, les dents ne sont pas triangulaires. Ils ne touchent pas, hein? Les archéologues ne touchent pas, les scientifiques ne touchent pas. Moi, je ne suis pas capable de... J'ai supporté le confrère italien qui l'a trouvé, mais ils sont là. Sauf si il y a de Genève une nouvelle vague d'intérêt. Non, je ne vais pas vous répondre plus sur ça. Mais la facilité de découpage défendrait autre culture que la linéarité des dents. D'autres questions? Vous me payez quand même. Je pense que la question pour venir quand vous allez réfléchir ce soir et les petits engrenages sur votre thème, vous allez prendre de position. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie encore très chaleureusement.